Bonjour Movies, l'émission de ceux et celles qui aiment voir le cinéma en grand, sur grand écran, dans les salles de cinéma. Votre rendez-vous cinéma animé comme à l'accoutumée avec Hervé Brie. Bonjour Hervé. Bonjour à tous. Et puis Patrick Servel qui rempile, on va le garder finalement. Aujourd'hui avec Hervé, nous évoquerons sans complaisance, avec l'honnêteté et l'impartialité qui nous caractérisent. Ah bah voilà, bravo. Ah bah c'est nous ça. Hein. Donc on parlera d'un légionnaire sur le dance floor. Ce fut l'un des films primés au dernier festival de Berlin, la Berlinale. Il s'agit de Disco Boy. C'est dans l'actualité, c'est en Turquie, nous serons au bord des gouffres turcs et pour parler de Burning Days. Une comédie, ça fait du bien, une comédie, film social, quand l'école primaire rend visite à un EHPAD, c'est Quand tu seras grand. Outre-Manche, Le Grand Chemin version gaélique, un film irlandais, The Quiet Girl. Nous suivrons la traque d'un serial killer dans un thriller qui renouvelle le genre. Hervé nous parlera de Misanthrope. Enfin, nous parlerons de Temps mort, 48 heures de liberté encadrée. Vous savez, dans Movies, il y a 2 rubriques qui sont là tous les 15 jours. Bien sûr, c'est la deuxième couche, c'est la rubrique dans le rétroviseur pour reparler des films qui sont toujours à l'affiche, des films bien évidemment que nous avons aimés. Et puis aussi la rubrique dans le viseur, là ce sont les films qu'on a envie de voir, c'est notre wishlist comme on dit. Et puis nous sommes au mois de mai, et au mois de mai c'est le festival de Cannes, nous ferons un topo sur ce festival en fin d'émission. Mais pour commencer, Hervé, donc, parle-nous de ce légionnaire sur le dance floor. Oui, c'est Disco Boy, titre assez vendeur, catchy et belle affiche violette, assez intrigante pour ce premier film franco-italien écrit et réalisé par un certain Giacomo Abruzzese. Ah, je le redis parce que c'est joli ça. Giacomo Abruzzese. C'est vrai, t'as fait italien troisième langue, c'est ça? Alors ça, j'ai vu ça à la Berlinale 2023 où il était en compétition. Alors ça démarre dans un bus de supporters de foot biélorusses qui passent en Pologne pour assister à un match et 2 jeunes hommes, donc Alexei et Michael, vont en profiter pour tenter de gagner illégalement la France, qui les fait rêver. En particulier, ce qui les fait rêver, c'est le Bordeaux et le Camembert. Alors Alexei va passer des tests de sélection pour s'engager dans la Légion étrangère, moyen d'obtenir des papiers français quand on a servi 5 ans dans ce corps d'armée. Une partie du film est d'ailleurs consacrée à l'entraînement intensif, et pour l'antimilitariste que je suis, c'était assez éprouvant, mais intéressant quand même. Ça m'a rappelé le film de Claire Denis qui s'appelle Beau Travail, où on était immergé aussi dans la Légion. Alors notre Alexei va se retrouver embarqué en mission dans le delta du Niger, où il devra faire face à un groupe de militants écologistes armés mené par un certain Jomo. Et là, il va se passer des choses dans cette jungle africaine. C'est un film hybride, on va dire, dans lequel d'ailleurs il y a plein de langues différentes qui sont parlées, avec des aspects réussis et d'autres un peu moins. Ce qui est très original, c'est l'aspect formel du film, avec par moments des images assez hypnotiques, fascinantes, en particulier lors des scènes de nightclub. Ouais, il y a donc un peu de discothèque dans Disco Boy, avec d'ailleurs une bande originale signée d'un musicien connu de la scène techno française qui s'appelle Vitalik. On cherchera peut-être ça pour un prochain movie. T'aimes la techno, Patrick, non? Oui, c'est tout à fait mon genre. Je suis un fan de techno, comme tu le sais. Alors, autre scène plastiquement très réussie, vraiment, je trouve que c'est un long combat filmé à la caméra thermique, à la caméra infrarouge.
vraiment impressionnante qui laisse un souvenir durable sur la rétine. Alors ce qui passe un peu moins bien, c'est la tournure un peu ésotérique, chamanique que prend l'histoire vers le milieu, qui m'a paru assez artificielle et peu convaincante. Il y a aussi un léger sous-texte politique à ce film, avec l'évocation de la France-Afrique, qui n'a pas tout à fait disparu, et son bras armé que constituerait la Légion étrangère. Alexei, c'est Franz Rogowski, danseur et acteur magnétique, assez connu en Allemagne, au charisme inquiétant et qui gagne de plus en plus en notoriété. Je pense qu'on va en entendre beaucoup parler de celui-là. Il a déjà tourné avec Michael Haneke, avec Terrence Malick, et on va le retrouver bientôt aux côtés d'Adèle Exarchopoulos dans un film allemand. Voilà pour Disco Boy, film étrange, à l'image un peu de son acteur principal, qui tente de mêler danse, politique, conflit armé et vaudou africain avec plus ou moins de bonheur, le plus réussi étant vraiment l'aspect formel, ce qu'on peut appeler la cinématographie vraiment originale, et c'est ça d'ailleurs qui a été récompensé à Berlin cette année par un ours d'argent pour, je cite, une contribution artistique exceptionnelle, ce qui ne manque pas d'être indiqué sur l'affiche. Après la Légion étrangère, on va voir une jeune fille sage, je crois. Ah oui, très bonne traduction du titre The Quiet Girl. Alors, The Quiet Girl, c'est l'Irlande en 1981. Le film est tiré d'un roman qui s'appelle toujours, qui était sorti en 2010, un roman de Claire Keegan qui s'appelait Les Trois Lumières. Alors, dès le début du film, on sait qu'on va voir un film en version originale, mais ayant un minimum de la langue anglaise, on se dit là ils sont pas en train de parler anglais, c'est pas du tout de l'anglais, ils parlent en gaélique, le gaélique irlandais. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des choses. C'est guttural un peu ? Oui, c'est un peu comme le breton, des choses comme ça. Moi, j'étais incapable de retrouver de comprendre le moindre mot, même quand les prénoms. Les prénoms, quand ils sont dits en anglais, ne correspondent pas du tout. Et les Anglais les comprennent, les gaéliques ? J'ai l'impression, puisqu'il y a beaucoup de familles qui ont ce côté bilingue. Alors, le gaélique, oui, c'est une langue minoritaire. C'est plutôt quand même dans le monde rural qui est parlé cette langue. Alors, qui revient entre guillemets un petit peu à la mode et qui est un peu comme le breton. Le breton, ça fait un bout de temps qu'il est dans les écoles d'Iwan et tout, mais là, on commence à le réenseigner en Irlande. Alors, parlons. Donc, dans cette famille, on parle gaélique, et dans cette famille, on a la jeune Kate qui a 11 ans. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une taiseuse, cette petite fille. Quand on la voit, on pourrait même penser, je suis pas un spécialiste, mais un peu, il y a un côté un petit peu autistique. Bon, elle parle peu, mais d'un autre côté, est-ce qu'on lui parle ? On lui parle pas beaucoup dans cette famille de paysans des années 80. Elle est dans une famille nombreuse, une famille qui n'arrête pas de grandir, qui n'arrête pas de grossir en nombre, donc de plus en plus de bouches à nourrir. Et là, on voit que la mère est enceinte et qu'elle devrait bientôt accoucher, donc dans le film, j'ai même pas compté, mais il doit bien déjà y avoir au moins 5 enfants. Alors lui, tout à l'heure, tu vois, je disais qu'il y avait des familles bilingues. Le père, lui, il parle plutôt anglais. Le père, il est plutôt anglais, il est plutôt absent. Il n'est pas bien loin. Il est plutôt juste là, un peu plus loin. Il est au pub, lui. C'est là qu'il passe un petit peu la majeure partie de sa vie. Donc, cette jeune fille de 11 ans, elle est dans une famille où personne vraiment s'occupe d'elle, et finalement, comme la mère va accoucher, que ça va être compliqué de gérer cette famille, une bouche de moins à nourrir, ce serait pas mal, et c'est pour ça qu'ils vont décider finalement d'envoyer Kate, The Quiet Girl, à 3 heures de route, dans la famille, chez une cousine, pour être précis, mais une cousine côté mère. Donc là, elle va arriver dans cette ferme, où vit un couple, 45-50 ans. Et là, Kate, elle va découvrir, en fait, ce que devrait être la vraie vie d'une enfant de son âge. Elle va découvrir
sentiment étrange pour elle qu'elle ne sait pas, on va s'intéresser à elle. Et même cet intérêt, au fur et à mesure, va se transformer en de l'amour. Hein. Elle va être aimée par ce couple. Alors, quand on voit le film, on a un peu l'impression d'un bouton de fleurs qui demandait que ça, qui était prêt à éclore. Et là, on va découvrir cette John Kate qui va enfin être une petite fille normale dans une famille où normalement on doit être aimé. Donc tout ça va se passer pendant la période des vacances, et c'est pour ça que dans l'intro je disais que c'était un peu un grand chemin côté gaélique. Bon, là on n'est pas dans la comédie. Explique-toi le grand chemin. Le grand chemin, j'y viens. Ah. C'était la comédie de Jean-Louis Hubert où on voyait avec Anémone et Boringer, où il y avait la mère qui attendait un enfant et qui pouvait pas s'en occuper à ce moment-là, et qui laissait le jeune dans ce couple interprété par Anémone et Boringer. Et là aussi, où on voyait ce côté un peu où l'enfant et le couple, il y a une sorte, ils étaient un peu en train de s'apprivoiser. C'était assez intéressant. Bon, moi, je serais même étonné qu'à la fin de ce film, vous n'écraseriez pas une larme après avoir vu The Quiet Girl. Il y a une scène finale qui est assez, qui tord un peu les boyaux, mais qui est qui est un espoir. Hein. Il y a quand même beaucoup d'espoir à la fin de ce film. Donc, une grande sensibilité, sans qu'on aille vers la sensiblerie. Elle a choisi un format, je savais que je parle à chaque fois de ça, j'emmerde le monde avec ça. Mais non, pas du tout, on t'écoute. Donc là, un format très très carré, une très belle image, une très belle photographie de toute la campagne irlandaise. Alors, on aime bien aussi, il y a longtemps qu'on n'a pas utilisé, un petit bémol. Dans la famille de Kate, bon, elle est vraiment, c'est pas les Thénardier, hein, pas tout à fait, mais elle est vraiment antipathique. Typiquement, le père aussi, il est quand même, il est un peu chargé. Alors peut-être que c'est vraiment, pas dire de caricature, mais vraiment pour mettre montrer la grosse différence qu'il va avoir par rapport à la film d'accueil. Donc, pour moi, The Quiet Girl, un film très sensible, une fois de plus sur l'enfance, donc un sujet très très cinématographique. What you have done to me, the damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder were you pushed or were you led? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it, because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? Truth, man, that's him, me and you. 1, 2.
Ouh, ce titre funky. Ah, il est pas mal ce Ah ouais. morceau, on pourrait presque l'utiliser pour... Ah, qu'est-ce Oh. qu'on entend? C'était pas fini? Ah, je sais pas. Tu voulais l'utiliser comme générique de Ouais, Movies? c'est pas mal ça, C'est pas hein, mal. pour la saison prochaine. C'est d'un groupe que je connais pas, qui s'appelle Elastic, avec Pourquoi tu m'as fait ça? Why did you do it to me? Entendu dans le film qui s'appelle Arnaque, crime et botanique de Guy Ritchie en 98, comédie sur des malfrats londoniens qui barbotent dans plein de trafics divers et variés, avec une BO super, bien mieux d'ailleurs que le film moi, que j'ai trouvé très bavard, vu récemment et décevant malgré ce qu'on m'avait dit. On va en Turquie avec toi, Patrick, où les journées ont l'air d'être brûlantes. C'est bien ça? Bah, le temps que je retrouve ma fiche, je veux dire, tu Oh m'as bah pas- voilà. Ah oui. T'as pas ton assistant qui te tend tes Bah fiches? non, c'est le problème, ça. Oui, ah bah oui, Burning Days, Bah oui, voilà. c'est ça, hein, c'est bien ça. C'est alors avec un titre comme ça, forcément, on s'attend à quoi? Bah un film turc, c'est normal. Donc c'est un film réalisé par Emin Alper. Là, on a Emre, qui est un jeune procureur, alors déterminé, inflexible, et il vient d'être nommé dans une petite ville reculée de Turquie. Et dès son arrivée, ben, il va se heurter un petit peu aux notables locaux qui, eux, sont bien décidés à défendre un peu ce qu'on peut appeler des privilèges, et ce, par tous les moyens, et même peut-être les plus extrêmes. Et tout va se mettre en place lors d'un repas, un repas qui dure, hein, c'est chez le maire, où là, le jeune procureur, donc nouvellement promu, hein, dans cette petite ville de l'Anatolie, va comprendre très rapidement comment fonctionne la politique dans ces petites villes. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans cette petite ville, c'est plutôt le clientélisme, hein, qui règne. Clientélisme, populisme, enfin vraiment des choses qui vont bien ensemble. Et là, on a en filigrane du film le problème de l'eau. Problème de pénurie d'eau, pour être exact, hein, et ça se joue devant nous. Hein. Ce film qui est un polar, qui va vers le thriller, qui va aller crescendo tout au long de ces 2 heures. La ville, elle manque d'eau, mais elle est pourrie. Elle arrive à être pourrie en manquant d'eau. Hein. Donc le maire, alors là c'est le notable renommé, hein, vraiment. Et ce qui est quand même inquiétant, c'est que il est aimé de ses concitoyens. Hein. Et là, on sent que les élections arrivent et il y a de fortes chances qu'il soit réélu, le bougre. Et pourtant, avec cet usage intensif de l'eau qui a pu être fait sans qu'il y ait eu vraiment une vraie politique d'utilisation de cette eau, a des répercussions qui on ne peut plus visibles, puisque déjà les habitants sont obligés de faire de longues heures pour aller récupérer un bidon à la maigre ressource, parce que l'eau, on ne l'a pas pendant toute la journée. Et ce qui est encore le plus visible, bon ça c'est le résultat, il n'y a plus d'eau, mais le plus visible ce sont les dolines. Alors vous allez me dire, tu vas me demander ce que c'est qu'une doline. Moi je savais ce que c'était. Eh ben, c'est une forme d'érosion assez brutale qui font en une fraction de seconde, vous pouvez avoir le sol qui se dérobe et ça fait un grand gouffre, souvent un peu circulaire, comme s'il y avait une météorite qui était arrivée, mais c'est pas un petit trou, quoi. Vous pouvez avoir un village quasiment entier qui d'un seul coup disparaît. Alors pourquoi il disparaît? Parce que en dessous, il y avait des poches qui, à un moment donné, étaient bien remplies d'eau. Une fois asséchées, tout ça devient plus fragile, et puis à un moment donné, tout s'effondre. Donc, on a une véritable catastrophe écologique et humaine. Alors, bien évidemment, hein, c'est peut-être un petit peu facile, mais en même temps qu'il y a ces effondrements physique, on a aussi l'effondrement d'une société, hein, où on a tous les fondements finalement qui sont sapés. Et les fondements, quels sont-ils? C'est la justice, la probité, l'intérêt collectif. Tout ça a été abandonné. Alors,
Moi, ce que j'ai aimé dans ce film, parce que je ne vais surtout pas raconter le côté polar et le côté thriller, mais ce qui est intéressant, c'est d'un point de vue purement filmique. C'est que le procureur va se souvenir de cette nuit où il s'est passé pas mal de choses, mais les souvenirs vont lui revenir par bribes. Et classiquement, dans beaucoup de films, je pense par exemple à Était une fois dans l'Ouest, on voit au fur et à mesure que se déroule le film, l'image qui devient de plus en plus nette, où on va comprendre pourquoi Harmonica veut tuer Henry Fonda. Mais il y a une progression. Alors que là, eh bien, il y a des bribes qui lui reviennent à l'esprit. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que on ne sait pas trop. On ne sait pas. Ce qu'on nous montre, c'est ce qui s'est vraiment passé ou ce que le procureur souhaite que ce se soit passé. Donc ça, je trouvais ça très, très, très intéressant, parce qu'il y a même des moments où ça se contredit. C'est comme si on avait deux témoignages complètement différents. Donc pour moi, ça, c'est hyper... Ça, c'est l'effet Rashomon. Hein. Ça s'appelle l'effet Rashomon. La même histoire racontée par des personnages différents, mais qui n'est pas la même. Bon, d'accord. Et aussi, il y a, je dirais d'une façon un peu similaire, on a le journaliste, qui est très ambigu. Est-ce que le journaliste l'aide ou est-ce qu'il le manipule ? Ça, c'est une question qu'on a pendant tout le film. Et là aussi, ce qu'il y a de bien, c'est que le réalisateur ne nous donne pas les réponses. Moi, je trouve que c'est bien quand le spectateur, finalement, il se fait ses propres réponses et puis on peut en parler après. Donc, ce film, c'est un polar, c'est un thriller, c'est un conte. Le héros, c'est pas le chevalier blanc, il a pas forcément le plus blanc, il y a de la grisaille aussi. La ville, c'est l'image certainement d'une société turque minée par la corruption, enquistée dans un traditionnalisme, avec une remontée manifeste, et là on le voit dans le film, manifeste et ouverte de l'homophobie, donc tout ça avec un populisme autoritaire. Donc un polar, un thriller, avec une vision politique très forte. Moi, je trouve qu'elle est filmée d'une façon impressionnante, cette histoire de ce jeune procureur débarquant dans fin fond de l'Anatolie, gouverné sans foi ni loi par des potentats locaux. Alors, tout en cinémascope, je me trompe pas. Alors, toi, tu parlais de polar thriller. Moi, je trouve que ça m'a fait penser à un western. D'ailleurs, on peut appeler ça western contemporain, tant pour les paysages que pour la thématique. Il a un côté shérif un peu qui débarque. Ça m'a rappelé aussi, alors je sais pas si tu as vu ça, un film cauchemardesque du même genre, avec un fonctionnaire arrivant dans l'outback australien, caniculaire et hostile aussi. Il se trouve embarqué dans une chasse aux kangourous avinée par les édiles locaux bas du front. Ça s'appelait Wake in Fright, Réveil dans la terreur. C'était le premier film de Ted Kotcheff, celui qui a signé après le premier Rambo. Alors dans Burning Days, c'est pas la chasse aux kangourous, c'est la chasse aux sangliers qui est montrée, et c'est impressionnant. Le film, il est sorti avec un grand succès en Turquie, paraît-il, et il s'est vu retirer ses subventions a posteriori, car sa teneur n'a pas tellement plu aux autorités. On les comprend. Sol qui s'effondre, pénurie d'eau, rats, corruption, viol, racisme, homophobie. Le tableau délétère n'est pas très avantageux, et c'est sans doute pas la carte postale touristique qu'Erdogan veut, ou j'aimerais bien dire qu'Erdogan voulait. On est que mercredi, on ne sait pas encore. Voilà. Alors maintenant, une comédie, c'est la seule de notre lot. Enfin, et je l'ai pas vu, l'ai pas encore vu. Bon, alors c'est Quand tu seras grand. Dans Quand tu seras grand, on y suit le quotidien d'un EHPAD, la vie du personnel et celle des résidents qui vont recevoir de la visite inattendue. Alors, en effet, l'équipe de l'établissement se voit imposer, en plus de son travail bien surchargé, de gérer la cantine et les activités périscolaires d'un groupe d'enfants à cause de problèmes logistiques dans le bâtiment de l'école. Alors leur arrivée va bousculer le quotidien, déjà pas mal rempli de la maison de retraite. Et le duel du début entre l'aide-soignant Yannick, joué par Vincent Macaigne, et l'animatrice scolaire Aude, interprétée par Aïssa Maïga. Ils sont tous les deux très drôles et ça, c'est vraiment savoureux. On a une alternance de scènes assez cash sur la réalité des EHPAD, d'autres absolument émouvantes. Elles sont vraiment multiples. Moi, j'ai pas mal pleuré. Je pense en particulier à un couple de pensionnaires
amoureux qui sont vraiment bouleversants. Il y a aussi de nombreuses scènes de comédie un peu barrées où les uns et les autres craquent. Alors tout ça fonctionne très bien par la présence en particulier d'un casting incroyable. Alors ceux qui interprètent le personnel en premier, parmi lesquels Vincent Macaigne, hein, donc on connaît son potentiel comique, hein, et là on le trouve, il a un côté décalé quand même assez étonnant. La collection de papy et de mamie est assez croquignolette aussi, et j'ai trouvé les enfants, le jeu des enfants est aussi assez juste. Alors, feel good movie, Patrick, je sais que tu aimes pas trop l'expression ou les films qui t'ont l'air de loin feel good movie. En partie, mais pas que. Il y a aussi un côté feel-bad movie, parce que tous les problèmes graves rencontrés dans ces structures ne sont pas édulcorés. Les EHPAD, les écoles, et la pression permanente, le manque de personnel, d'où découle un accompagnement humain de plus en plus difficile, tout ça c'est clairement exposé, même si c'est avec humour, ça porte. Hein. Mais c'est vrai qu'on nous montre quand même un peu naïvement une utopie qui fonctionne, avec des liens qui se créent entre deux mondes normalement étanches. Hein. Celui des seniors plus ou moins grabataires et celui des jeunes plus ou moins turbulents. Bon, c'est très beau, hein, souvent, même si la barque du pathos est parfois un peu chargée. Il y a par exemple une relation d'amitié qui se crée entre un pensionnaire, ancien cascadeur, et un gamin rebelle qui fait du skate, et là, le scénario, je trouve, en fait un peu trop. Le film est signé d'un duo, couple à la ville, Éric Métayer et Andrea Bescon. Lui, c'est un homme de théâtre, acteur et metteur en scène de one-man show, dont ceux d'un certain Alex Métayer. C'est son père. Alors, il joue d'ailleurs, Éric Métayer, un second rôle, il se gâte pas trop, c'est le directeur de l'EHPAD. Elle, Andrea Bescon, donc, vient du théâtre aussi. J'ai vu que c'était une artiste assez multicarte, engagée dans les combats féministes. J'ai pas vu leur premier film, Patrick, qui a fait parler de lui, ça s'appelait Les Chatouilles, césarisé en 2019, avec comme thème difficile la pédocriminalité. Moi, j'y suis pas allé justement à cause du sujet qui me faisait un peu peur. Je l'ai pas vu non plus. Ouais, moi non plus. J'ai vraiment marché à ce touchant Quand tu seras grand, même avec un scénario parfois bancal et surchargé. Ça me paraît bien au-dessus de certaines comédies lourdaudes françaises qui monopolisent les écrans. Hein. Il y en a eu récemment une autre sur les EHPAD. Je crois que tu l'avais vu avec Kev Adams, qui avait pas l'air de première fraîcheur. Ça s'appelait Maison de retraite. Oui, c'était Maison de retraite, mais il y en a eu un autre il y a quelques semaines. Tout à fait. Un petit miracle, qui parlait aussi comme ça de rapprochement. Celui-là, je l'avais pas vu. Ouais, moi, j'ai pas vu non plus. Hein. Qui associait Maison de retraite. Il y avait Eddie Mitchell, je crois, dedans. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a tellement de comédies possibles sur le milieu scolaire aussi, hein, du Cobu, etc. Bon, là, ça fait un peu du bien. Mais allez-y, moi, je dirais, mes conseils, apportez les mouchoirs pour les larmes de rire et d'émotion. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, cette chipie de petite sœur? Je vais tout lui confisquer, ses fléchettes et son sifflet, je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virer de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de tes reins? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je
Dites-moi que fout la science quand se pond entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je pense. Qu'est-ce qu'elle veut cette connasse, le beurre ou l'argent du beurre, pour que tu vives ou que tu meurs? Faut qu'il crève de bonheur ou qu'il change de godasse, pour qu'il croule sous les fleurs, change de couleur. Je vais prendre ta douleur, je vais jouer au docteur, je vais prendre ta douleur. Dites-moi que fout la science quand se pond entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante. C'était Camille. Camille, auteur, compositeur, interprète, qui a commencé avec beaucoup de succès au début des années 2000, et puis qui s'est mis un peu à l'écart du showbiz après. On entend ce titre-là qui s'appelle « Ta douleur » au milieu du film « Quand tu seras grand » dont on vient de parler. Camille, j'ai vu qu'elle réalise quelques musiques de films également. Par exemple, assez récemment, celle du Corsage, l'histoire de l'impératrice Sissi à 40 ans. On va en prison ou on sort de prison, Patrick, là ? Je pense que tu veux que je te parle de Temps mort, le nouveau film d'Ève Duchemin. 3 hommes, 3 vies, 3 destins, 3 fois 2 jours de liberté, c'est le thème donc de ce film Temps mort. Ève Duchemin va nous proposer de suivre ce que vont être pour chacun de ces 3 hommes ces 2 jours essentiellement pour renouer avec la vie, renouer avec leur famille. Pourquoi ces hommes sont en prison ? On ne le sait pas, on ne le saura pas. On sait simplement, par exemple, que pour le plus âgé, c'est une longue peine, puisque ça fait 20 ans qu'il est derrière les barreaux et qu'il n'a pas vu ses enfants, oui, depuis 20 ans. Donc forcément, il les a connus enfants et qui sont devenus des adultes. Lui, il a la soixantaine, il est interprété par Isaka Sawa-Dogo. Le plus jeune, lui, il a juste une vingtaine d'années et on suppose que c'est la drogue, enfin le trafic de drogue avec ses copains de la cité qui ont dû l'amener en prison. Pour lui, est-ce que les 2 jours vont être suffisants pour renouer un dialogue perdu avec sa mère, une mère fatiguée des frasques de son fils, éreintée par les travaux de nuit, des travaux à nettoyer les trains de banlieue. Le jeune qui joue ce rôle, c'est Jarrod Cousin. Lui, Bonnard, il a la quarantaine. Alors, pour lui non plus, on ne sait pas grand-chose. On peut se douter que ce qu'il a pu l'écarter de la société sont certainement les diverses addictions qu'il a, de la drogue, de l'alcool, des choses comme ça. Et pour lui, globalement, c'est avec toute la famille, avec son père, sa mère, son frère et surtout son fils, qu'il doit renouer ou peut-être même tout simplement nouer des liens qu'il n'a peut-être jamais mis en place. Et pour jouer ce Bonnard, c'est Karim Leclou. Pendant 2 heures, à part égale, on va suivre ces 2 journées pour ces 3 personnes. Est-ce qu'ils se connaissent tous les 3 ? Non, il n'y a aucun rapport. Voilà, c'est 3. Le seul point commun, c'est qu'ils sortent de la même prison le même jour, mais ils ne se connaissent pas, ou peut-être qu'ils se sont uniquement vus pendant les séances de promenade. Mais en tout cas, dans le film, à aucun moment, ils ne se croisent, à aucun moment... Donc c'est 3 films, finalement. Ça peut être 3 films. Alors ça aurait pu être... Là, le procédé aurait été un peu embêtant si on avait fait vraiment partie 1 avec 1, partie 2 avec 2, etc. Donc là, à chaque fois, vous avez compris le principe, c'est que on va intercaler tous ces moments-là. Donc ça va durer pendant... ça dure 2 heures. Alors...
ces 2 heures, c'est quand même des moments de bilan, hein, des moments de bilan pour une vie, de savoir comment vont pouvoir se réinsérer ou s'insérer ces 3 personnes pour les années qui restent à leur passer dans la société. Pour certains, il y en a certainement déjà moins, et pour d'autres, ce n'est que le début. Hein. Pour un, on peut espérer qu'une faute de jeunesse, et qui n'était peut-être qu'une erreur de jeunesse, que pour lui tout n'est pas terminé. Certainement ça a mal commencé, mais on pense que pour lui c'est pas fini. Pour le 3e, pour celui qui a la quarantaine, hein, celui qui est au milieu, il est un peu, hein, quand on passe un guet, hein, c'est-à-dire qu'il est un peu chancelant, on ne sait pas ce qui va lui arriver. Hein. Parier sur lui, sur ce que va être sa seconde vie, c'est un peu compliqué. Alors Ève Duchemin, moi je connaissais pas hein, ce qu'elle avait pu faire jusqu'à présent. Elle vient de Belgique. Le film est un film belge. Elle a réalisé beaucoup de documentaires. Et documentaire où elle fait aussi donc elle est réalisatrice, mais elle est également au cadre. Elle a filmé, hein, c'est ce que j'ai pu lire, hein, la vie de vieux mineurs, des choses très du nord ou de Belgique sur la passion des pigeons, donc la colombophilie, et puis aussi sur ce qui malheureusement se passe dans ces régions, c'est la disparition d'usines. Elle va s'intéresser aussi aux prisons, et c'est en préparant un film, un court-métrage, que l'idée va lui venir de nous proposer donc la vision de ces 3 personnes complètement différentes, de savoir quelles sont les possibilités d'insertion ou de réinsertion, comment ça peut se faire. Bon, on sent bien que la réalisatrice connaît le sujet. Et on sent elle sait ce qui se passe dans des prisons, parce qu'il y a des scènes, ça peut pas être inventé par un scénariste, il faut vraiment connaître. Hein. Donc c'est une façon de filmer documentaire. Intéressant, c'est qu'elle montre. Elle est là pour nous montrer, elle met en lumière. Aucun moment il n'y a de jugement. C'est ce qui fait vraiment la force du film, et forcément ce qui fait la force du film, ce sont les 3 acteurs dans ces 3 histoires, donc avec des caractères bien différents. Bon, c'est assez simple dans les caractères sans être simpliste. Ça aussi c'est intéressant. C'est pas tordu, c'est pas tortueux comme chose. Hein. On sent qu'elle connaît les prisons, qu'elle aime ses acteurs, qu'elle aime les filmer. Et les acteurs lui rendent bien. Bon, il y a peut-être, je ne vais pas parler encore d'un petit bémol, mais allez. Peut-être Karim Leclou, il se donne beaucoup, il est peut-être un peu à la limite, un peu comme le Ménochet d'Asbestas, là, un peu l'animal blessé. Bon, il reste néanmoins convaincant, mais c'est un petit peu... Peut-être on commence à le voir trop aussi. Peut-être. Alors, il y a celui le plus vieux, là, donc qui est joué par Isaka Sawa Adoko, taiseux, fatigué, une sobriété de jeu, mais très 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 intéressant comme acteur. Et puis on a le plus jeune que je connaissais pas, Jarrod Cousin. Pour lui, on se dit, espérons qu'il aura le droit à une deuxième chance. Enfin pour le personnage qu'il joue, et on lui souhaite plein de choses pour ses prochains rôles dans d'autres films. Alors moi j'ai pas vu, donc j'ai rien à dire, pas de bémol, pas de dièse, rien. Direction États-Unis, Baltimore, pour changer de sujet, avec Misanthrope. Ah oui, ce que je me disais, non, c'est quand même pas du Molière qu'on nous... Non, c'est pas une adaptation. C'est sorti il y a 15 jours, avec un bon succès, dû au bouche à oreille. C'est un thriller que j'ai trouvé vraiment très excitant, réalisé par un Argentin. Alors ça commence très fort, avec des images vraiment superbes de Baltimore, filmées au drone, le soir de la Saint-Sylvestre, avec des fêtes sur le toit des immeubles, et un sniper invisible va tirer sur les gens. Carnage. L'enquête commence avec ses fausses pistes et ses luttes internes au sein des services de police.
serial killer, on connaît des criminels qui répètent des meurtres individuels avec la même modalité. Mass murderer, on connaît aussi ces tueurs en masse qui tirent dans le tas et se suicident en général après ou ils sont abattus. Il y a encore eu très récemment un cas aux États-Unis. Or là, on a affaire à un serial mass murderer, ce qui complique un petit peu les choses. Alors on a une alternance de séquences sous tension, vraiment assez haletante et formellement très réussie, et également en même temps des portraits croisés des deux flics qui traquent l'assassin. Alors il y a le boss, super agent du FBI, en but avec sa hiérarchie, et une novice assez futée mais au mental un peu perturbé, et c'est-à-dire pour ça qu'elle a été choisie pour mener l'enquête. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser à des classiques du genre thriller, en particulier au cinéma de David Fincher. Je pense en particulier à Seven ou Zodiac, qui parlait aussi de la traque d'un type comme ça. Ou même d'ailleurs au Silence des agneaux, pourquoi pas. Ce qui rend l'ensemble original, à partir d'une intrigue quand même assez commune dans le cinéma américain, c'est que j'y ai trouvé un petit côté polar du Nord. Vous savez, ces romans ou séries télé souvent assez glauques, très réussis et scotchants, avec traque d'un personnage marginal à l'esprit torturé par une enquêtrice elle-même solitaire et un peu dérangée. On y trouve aussi de nombreuses références que je trouve bien amenées au travers de la société américaine. Alors bien sûr, fascination pour les arbres disponibles très facilement, réseaux sociaux et émissions de télé-trash, milices d'extrême droite trumpistes, ce genre de choses qui sonnent très contemporains. Et le réalisateur a ajouté quelques fantaisies cinématographiques qui renforcent le côté un peu intrigant de l'histoire et des personnages, avec des scènes visuellement très réussies, dont certaines, par exemple, filmées à l'envers, images tête en bas. Il y a toute une scène, par exemple, dans une piscine comme ça, et c'est vraiment très déstabilisant. Bémol, un autre, ce que je déplore souvent, on le retrouve ici. Trop long ? Dénouement moins réussi, un peu déceptif par rapport à la mise en place qui, elle, est vraiment virtuose. Le réalisateur argentin s'appelle Damian Szifron et c'est pas un inconnu. En regardant sa filmographie, j'ai vu, il a réalisé en 2014 un film à sketch qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages, qui avait fait beaucoup parler de lui pour son humour cynique dans la veine comédie italienne, et il avait récolté plein de prix dans le monde entier. Il n'avait pas sorti de long métrage depuis, et là, il débute une carrière américaine avec ce Misanthrope, dont le titre original est beaucoup plus explicite et pas très original, justement. Ça s'appelle To Catch a Killer, attraper un assassin. Petite remarque, ce réalisateur fait partie du jury des longs métrages de la compétition officielle de Cannes cette année. On va en parler tout à l'heure. You should have heard me in the lounger telling people what they was, spitting out all types of sugar, just dying for a cause, a smile, a slither to my corner, on a face so true, my word is always in the ready, and I'll attribute that to you. I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't belong to anyone, I don't wanna belong to anyone.
myself before I boil it. And through the metal to the dirt, hear the man's word. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't belong to anyone. I don't wanna belong to anyone. Alors, on a eu, Patrick, comme remarque désobligeante de certains auditeurs que je ne nommerai pas, n'est-ce pas, LNB, qu'on passait souvent, surtout du old school de notre bande-son. Donc ça, c'était du neuf. C'était I Don't Belong to Anyone, je n'appartiens à personne, d'un groupe de Dublin qui s'appelle Fountains DC. C'est un titre qui a tilté dans mon oreille quand je l'ai entendu sur le générique d'ouverture du film Avant l'effondrement, dont on a parlé la dernière fois, sur l'anxiété des générations actuelles vis-à-vis des problèmes écologiques, entre autres. Ça, c'était un petit coup de deuxième couche avant l'heure. Mais avant la deuxième couche, on parle un petit peu de Cannes qui s'approche. Alors, Cannes, 76e édition, du 16 au 27 mai. L'endroit et le moment pour prendre le pouls du cinéma mondial. Le rendez-vous annuel où tous les cinéastes rêvent d'être sélectionnés parce que c'est une vitrine des productions cinématographiques venant du monde entier qui sert d'amplificateur et de découvreur de nouveaux talents. Cannes, schizophrène, avec ses flonflons, people et jet set d'un côté, tapis rouge, photocall, soirée de gala, et puis de l'autre côté, la mise en avant d'un cinéma art et essai souvent critique et engagé, qui fustige parfois les élites, alors paradoxal et un peu crispant, mais assumé. Cannes qui se la joue exclusive, seul festival à ma connaissance, je sais pas si tu sais ça Patrick, qui n'est pas ou très peu ouvert au grand public, contrairement à Berlin ou Venise par exemple. Il faut une accréditation pour y participer et il existe différents badges Sésame pour les photographes, la presse écrite, audiovisuelle, les professionnels du cinéma, les exploitants, les attachés de presse, etc. Il y a même quelques rares badges qui s'appellent cinéphiles. Et puis Cannes qui se la joue médiatique, des milliers de journalistes sont au rendez-vous. J'ai les chiffres pour cette année, un peu moins de 5000 journalistes. Il y en avait 600 dans les années 60, avec 2000 médias qui sont listés, dont 300 équipes de télé en provenance de 90 pays. Et pas que des médias spécialisés dans le 7e art, mais aussi la presse généraliste mondiale. Bref, je pense qu'après les JO et la Coupe du Monde de foot, c'est un des événements mondiaux les plus couverts. Frénésie médiatique que certains peuvent trouver vaine, d'ailleurs, à juste titre, au vu des problèmes nationaux et mondiaux actuels. Moi, ça ne m'étonnerait pas que les syndicats usent de la caisse de résonance du festival pour remettre une petite couche sur les retraites. Et puis Cannes et ses scandales ou polémiques, il y en a toujours une ou deux par saison. On se souvient par exemple de La Maman et la Putain, palmé sous les huées. Cette année, polémique en vue à propos de la sélection de 2 longs métrages, dont un français, où il y aurait eu des abus sur le tournage vis-à-vis de certains acteurs. Sélection maintenue quand même de ces films par le grand ordonnateur, décideur, Thierry Frémaux. Et puis, moi je pense que la présence de Johnny Depp, un peu blacklisté aux États-Unis pour des histoires matrimoniales glauques qui ont fini au tribunal, devrait aussi ne pas passer inaperçu. Mais Cannes, c'est avant tout des films, et on y va pour ça. Un mot, Patrick, peut-être sur les différentes sections et leur programmation ? Oui, alors le festival de Cannes, comme tu l'as dit, il fait partie des 3 plus importants au niveau mondial, avec Venise et sa Mostra, et la Berlinale de Berlin. Donc ils sont reconnus pour le côté vraiment prestige d'un point de vue de la critique cinématographique, et souvent d'ailleurs c'est un peu opposé aux Oscars
qui eux sont là plutôt pour récompenser des succès. Le festival, oui, et sa vocation fondatrice, c'est vraiment de révéler et de mettre en valeur des œuvres de qualité. Alors, à Cannes, on invite aussi bien des anciens qui sont déjà connus, mais aussi on découvre beaucoup de films. Alors, les différentes sections qui existent, on a ce qu'on appelle la compétition, où là il y a une vingtaine de films qui sont proposés. Des vétérans, des vieux de la vieille. Oui. Généralement, par exemple, Ken Loach, Voilà. ça doit être 4e ou 5e fois qu'il vient. Cette année, ils y sont pas, mais généralement, on a les Dardennes. Mais là, on a Wim Wenders, Bellocchio, Nanni Moretti, Wes Anderson, des gens très en connus. Espagne, non, il y est pas cette année. Comment il s'appelle Carlos Saura. Non, il y a il est un mort, hommage. il est Oui, mort. mais il y a un hommage aussi à Carlos Non, Saura. je pensais plutôt à Femme au bord de la crise de nerfs, etc. Ah oui, mais si, là, il y est. Almodovar, voilà, ça y me Pour revient. un court-métrage, je crois, il y sera. Alors, on a des sections comme un certain regard. Donc, tu vois, quand on dit un certain regard, ça se recentre sur le jeune cinéma. Alors, il y a un côté un peu plus Novateur, un peu plus novateur, un peu plus expérimental. On a aussi depuis quelques années ce qu'on appelle Cannes classique. Alors, Cannes classique, ça permet de revoir souvent des films qui ont été restaurés. Il y a quelques années, on avait pu revoir le 2001 d'Odyssée de l'espace. On a eu les films de Tati. Cette année, on va avoir du Godard. Ouais. On a le Mépris en version restaurée. Ça, c'est le truc que l'on voit. Version restaurée 4K. Ça, c'est vraiment les films que l'on voit dans ce cadre de Cannes classique. On a le cinéma de la plage. Alors là, c'est un côté un peu plus fun. Voilà, Ouais. c'est un côté samedi soir. Moi, j'irais voir La Fureur du Dragon de Bruce Lee. par exemple. C'est des choses, des choses Et intéressantes. Juste Patrick, je t'interromps parce que tu parlais d'un certain regard. J'ai vu quelque chose peut-être qui peut t'intéresser. Mohammad Rasoulov, grand critique du pouvoir iranien, avec Le diable n'existe pas, par exemple, qu'on avait beaucoup Ah aimé. oui, celui-là, il oui. devait être membre du jury, mais il n'a pas été autorisé à sortir de son pays par le régime. Alors, dans les films aussi, on a dans les présentés, on a des blockbusters, vraiment des films. Et eux, alors, on les présente, on les met hors compétition. Souvent, ce serait peut-être pour ne pas les vexer ou les blesser au cas où ils repartiraient avec rien. C'est le cas de Scorsese, là. Scorsese, oui. Mais par contre, si on se souvient, c'était 78, 78, Coppola, qui avait fait quand même des blockbusters, style Le Parrain, quand même, c'était pas des petits films, là, il n'avait pas eu peur, les sélectionneurs, les délégués, le délégué général, n'avait pas eu peur de le présenter. Oui, mais il avait eu la palme. Oui, il avait eu la palme. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que maintenant, on les protège un petit peu. On les protège. Je pense que s'il y avait un film de Woody Allen, on le mettrait forcément hors compétition. Donc, on a de la compétition avec la Palme d'Or, ce qui est le plus connu. On a toujours le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est un peu le Grand Prix du réalisateur. L'an dernier, c'était Close qui l'avait eu, et aussi comment elle s'appelle, celle qui avait fait Indigène, Claire Denis. Ah oui, d'accord. Pas Indigène, non. C'est Claire Denis, c'est pas Indigène. Non. C'est d'autres films. Il y a aussi toujours un prix d'interprétation pour masculin et féminin. Qu'est-ce que l'on peut dire? Il y a la Caméra d'Or aussi. Alors, la Caméra d'Or, c'est quoi? La Caméra d'Or, pour avoir la Caméra d'Or, il faut que ce soit votre premier long métrage. Et c'est un premier long métrage parmi toutes les sélections, parce que t'as pas encore parlé des sections parallèles, mais on va y venir. Non, il y a les sections parallèles. Alors cette année, il y a une section qui a changé de nom, parité oblige. Et c'est quoi? Ah oui, c'est la quinzaine des cinéastes qui s'appelait avant la quinzaine des réalisateurs. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La semaine de la critique. Semaine de la critique aussi. Voilà. Alors j'ai vu qu'il y avait aussi l'ACID, Association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, qui a sa propre sélection de 9 films. Est-ce que la Queer Palm existe toujours? Oui, c'est la palme donnée au film le plus LGBTQ+. Queer Palm. Et la Palme Dog
existe encore. Si, au meilleur chien qui joue dans un film à Cannes, il y a la Palme Dog. On parle des people un peu, il y en aura pas mal des people. Oui, moi j'en connais 2 déjà. Mais... Alors, il y a des réalisateurs vétérans, Almodovar, Ken Loach, Wes Anderson, Nanni Moretti, Scorsese, Tarantino. Et parmi les acteurs, c'est des poids lourds américains. Michael Douglas, il y aura un hommage à lui. Johnny Depp et sa fifi. De Niro, DiCaprio, Harrison Ford. Que des mecs. Si, il y aura aussi Liv Ullmann, que je croyais morte, mais qui sera à Cannes. va être contente d'apprendre Alors, ça. les lieux de projection, un petit mot. Il y a ce qui s'appelle le Village International, auquel on accède en montrant patte blanche. Il y a le Palais des Festivals avec 4 ou 5 salles, dont le Grand Théâtre Lumière, le Graal où ont lieu les projections de gala de la compétition Très belle salle. officielle. Et dans les cinémas et théâtres de la ville, il y a une vingtaine de salles de projection. Alors, ce qu'on peut dire, Patrick, parallèlement au festival proprement dit... Oui, parallèlement au festival proprement dit, il y a un marché du film qui a lieu, comme à Berlin par exemple, rendez-vous commercial où producteurs, distributeurs, exploitants de tous les pays discutent, les gros sous avec des achats et ventes de films. Je l'avais vu une fois, il y a fort longtemps, et là, t'as vraiment l'impression d'être à la foire de Bordeaux ou à la foire de Paris. Oui. Chacun a son petit stand. Oui. À l'époque, c'était des DVD ou même des cassettes. Là, voilà. C'est des clés USB. Ouais, voilà. Il faut acheter des packs de films. Ah, tu me prends ça, mais alors tu me prends l'autre aussi avec. Bon, voilà. Cannes 76e, moteur, le 16 mai jusqu'au 27. Et Movies y sera pour quelques jours pour faire le plein d'avant-première et vous en causer quand ils seront à l'affiche. T'as ton nœud pape, Patrick ? Eh ben oui. Eh ben alors on en recause la prochaine fois. Est-ce qu'on a le temps d'une deuxième couche rapide ou pas ? Oui, il nous reste un tout petit peu de temps. Bon, alors deuxième couche. Eh ben moi j'ai envie de mettre encore en 6e ou 10e couche Le Bleu du Caftan. Très bon film marocain de Marianne Touzani. Et justement, elle est jurée à Cannes cette année, cette Marianne Touzani. Plus de 200 000 personnes l'ont vue et ça continue. Et on a beaucoup d'auditeurs qui le podcastent et qui reviennent sur Le Bleu du Caftan. Étonnant. Sur les chemins noirs, avec Jean Dujardin qui va dépasser le 1 million d'auditeurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a aussi, je verrai toujours vos visages. 1 million aussi, j'ai vu les chiffres, sur la justice restaurative. Alors, des films qu'on a bien aimés, mais qui marchent moins, qu'il faut aller voir, nous retrouve, c'est Sur l'Adamante, Brighton Forth, La Conférence, et puis Un an, une nuit. Pour écouter nos commentaires, vous écoutez nos podcasts sur ces films. Dans le viseur, Les Gardiens de la Galaxie, Patrick, tu veux pas ? Non. Marvel a encore frappé. Okusai, qu'on n'a toujours pas vu. Biopic sur le le principal. Roche Dizem et Yolande Moreau. Ça fait envie. Et puis Jeanne Dubarry, qui sort le 16 et qui fait l'ouverture de Cannes et qui sortira dans les salles le même jour. Voilà. Tu nous dis au revoir, Patrick ? Au revoir. C'est bref. Oui, c'est bref. Oui. Donc, à dans 15 jours, on sera là, comme d'hab. Salut Hervé.